Alors, bonjour à tous et merci de votre participation donc à ce webinaire d'InfoRisque et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Muller qui est Product Group Manager UVEX au sein d'UVEX Ekel. UVEX Ekel qui est la filiale française du groupe UVEX qui développe, fabrique et distribue des équipements de protection individuelle de la tête aux pieds. Alors, dans une volonté de fournir la meilleure protection possible de la tête aux pieds, le groupe UVEX équipe ses produits d'un système innovant comme la technologie MIPS. Alors, on présente désormais dans 4 modèles de casques de chantier et ou de travaux en hauteur. Je reçois également Thomas Giboski, qui est Business Development Manager Safety Division de MIPS. Alors, la société suédoise MIPS AB est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la sécurité des casques et a mis au point des solutions brevetées destinées à renforcer la sécurité des casques dans de nombreux accidents. Alors, Valérie et Thomas, déjà, bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Alors, avant tout, nous allons aborder aujourd'hui, donc, vous l'aurez bien compris, la protection de la tête et découvrir MIPS, donc une technologie incontournable donc, pour les casques de sécurité en 2024. Alors, avant de parler de cette technologie MIPS, deux mots peut-être, Valérie, pourriez-vous nous dire quelques mots justement sur cette liaison? D'abord, UVEX, il y a le monde du travail, mais il y a le monde du sport. Alors, peut-être pouvons-nous déjà commencer à rêver avec le sport? Oui, donc en effet, dans le groupe UVEX, on a deux divisions. On a la division sport, donc qui se concentre sur toute la protection de la tête pour le cyclisme, les sports d'hiver et l'équitation, et puis la division sécurité. Et c'est vrai que le système MIPS dont on va parler aujourd'hui, on l'a déjà intégré dans les casques de sport, notamment les casques de vélo, mais aussi de ski et d'équitation. Et c'est ensuite qu'on a décidé de l'intégrer aussi dans nos casques de protection au travail. Et sachant que, alors Thomas, quand même, parce que on a un spécialiste MIPS, n'est-ce pas? Et peut-être quelques mots sur cette genèse avec dans le sport, puisque je crois que MIPS, ça a été finalement le début, a été avant tout dans le sport avant d'être dans le milieu professionnel. C'est correct. Alors, notre entreprise a aussi différentes divisions. On a trois divisions, la division de sport, la division de moto et la division de protection individuelle. Et on a clairement commencé avec les solutions pour le casque de différents types de sports. Après, je pense, 7, 8 ans de notre existence, on a commencé avec un transfert de technologie dans un complètement différent contexte de casque de moto, où il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de force. C'est une activité très dangereuse. Et à la fin, on a commencé avec une adaptation de système de protection de tête pour le casque de protection professionnelle. Et moi, je suis responsable exactement pour ce contexte. Alors, par contre, eh ben, comme on est quand même dans le milieu aussi professionnel, Valérie, peut-être qu'on pourrait aborder cette question maintenant de normes aussi, parce que dans le milieu professionnel, tout est normé et principalement dans les EPI. Alors, peut-être quelques mots sur ces normes essentielles qui sont à retenir, peut-être que je dirais qu'il y a la EN 397, EN 12392. Alors, dites-nous en plus. Alors, en effet, dans le contexte de casse de protection au travail, la norme la plus courante, ça va être la norme EN 397, hein, casque de protection pour l'industrie. Donc, c'est la terminologie, mais c'est bon pour tous les types d'industrie, dans le bâtiment, etc. Hein. Donc, c'est un casque qui va protéger notamment donc contre les chutes d'objets sur le sommet du crâne. Hein. Donc un des tests phares de cette norme, c'est en effet la chute d'une masse de 5 kg d'une hauteur de 1 mètre sur le sommet du crâne, et donc une chute vraiment linéaire.
On retrouve ce type d'essai aussi pour le casque d'alpiniste, hein, donc à la norme 12 492, qui est un casque qui est aussi utilisé beaucoup dans le secteur professionnel pour tous les gens qui travaillent en hauteur. Et souvent, les casques donc, qui sont utilisés dans le milieu du travail vont avoir la conformité également en plus à la EN 397. Là, toujours, on a ce type d'essai de chute linéaire d'une masse de 5 kg. Là, on passe à 2 mètres pour le sommet du crâne. Et puis, on refait cet essai sur les côtés, l'avant, etc., mais toujours de façon linéaire. Donc, c'est vrai que dans les casques donc qu'on utilise dans le milieu professionnel, on a cette notion-là de chute linéaire. On va la retrouver aussi dans les casques vélo, puisque en fait là le test est un peu différent. On a une fausse tête avec le casque donc accroché à cette fausse tête qu'on fait tomber sur le sol, sur un bord type trottoir, mais à différents points d'impact, mais toujours de façon linéaire. C'est ce qui est le test de la norme de casque de cyclisme 1078. Et donc c'est vrai que les fabricants en fait de casques de vélo notamment, ils savent bien qu'il y a aussi un risque quand on a en fait une chute sur un choc oblique ou qui entraîne en fait un mouvement du cerveau, et cette force rotationnelle, ce test-là est fait par les fabricants mais en dehors du cadre. Et c'est en fait dans ce cadre-là que Uvex, en voulant apporter des casques plus performants en termes de protection, a fait ses mesures et a commencé à collaborer avec MIPS pour voir si ce système pouvait apporter une solution de protection complémentaire au niveau donc des risques de chute et de choc donc non linéaire qui entraîne une force, un mouvement rotationnel du cerveau qui est la cause de commotion cérébrale. Voilà. Vous avez une petite illustration d'ailleurs, parce que je pense qu'à la limite, c'est Pauline, vous pouvez nous envoyer vous avez une petite slide là-dessus qui est très explicite quand même avec cette question de rotation, parce que moi, je ne l'ai plus à l'écran, mais peut-être elle encore. Alors, je ne sais pas si Pauline là-dessus a pu passer sur la petite slide. Voilà. Non, on n'aura pas la deuxième slide. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave je pense que justement, je pense que j'ai pas insisté tout à l'heure suffisamment, mais peut-être Thomas, il faudrait peut-être revenir quand même sur cette question quand même essentielle, parce que on parle souvent des chocs, et c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs sur InfoRisque, on a fait des illustrations où on voit une pièce qui tombe sur le sommet du crâne. Mais finalement, effectivement, c'est qu'une protection, je dirais, partielle, puisque beaucoup de traumatismes peuvent venir justement de chocs qui ne sont pas, qui sont plutôt latéraux. Alors peut-être Thomas, quelques mots sur ces impacts finalement linéaires, parce que c'est là surtout qu'à travailler cette technologie MIPS est importante. Alors, je voudrais commencer avec une petite description de notre très important organe qui est notre cerveau, parce que c'est un organe très fragile et très complexe. C'est un organe c'est composé avec deux hémisphères totalement différents. On a 4 zones et régions principales, et on a totalement différents aréales de différentes densités dans notre cerveau. Et en plus, il y a les structures qui sont entre notre cerveau et le crâne, c'est les méninges, 3 enveloppes très proches du cerveau. Et il y a aussi une liquide, c'est la liquide céphalorachidien au milieu. Et toute cette construction est très sensible pour compression, mais aussi, et ça c'est le point crucial, aussi très sensible pour la rotation. Et si on analyse la construction de notre tête, c'est possible de regarder, de voir que notre cerveau peut bouger légèrement à l'intérieur de notre tête.
Et ce mouvement peut être totalement différent. Par exemple, pendant un impact linéaire, c'est la graphique qui est à gauche maintenant, euh, notre cerveau peut bouger aussi linéaire. Mais par contre, pendant un impact sur une surface qui est oblique, qui est inclinée, on a totalement différentes situations parce que maintenant, on a un mouvement de rotation et cette rotation est connectée avec la rotation de cerveau. Et on a complètement différentes situations dedans. On a les aréales, les zones qui sont connectées avec grande tension. Et ça, c'est la source, potentiellement source une blessure, une lésion. Alors comme ça, on a différents types de lésions connectées avec différents types d'impacts. Et il y a aussi encore troisième facteur, c'est la question euh, où est la position de l'impact sur la tête ou sur un casque. Parce que un impact au milieu de casque n'est pas connecté avec le mouvement de rotation, mais par contre, un impact décentré est vraiment connecté avec une situation, un effet de catapulte, et tout le casque et toute la tête commencent de tourner, et on a exactement la situation qui est présentée dans le graphique à droite. Et Je c'est pense ça qu'il qui n'est pas pose d'ailleurs. vraiment Oui. la lésion cérébrale, quoi, les risques de lésion cérébrale, justement. Exactement. Et justement, peut-être aussi un mot, justement, Thomas, parce que en préparant cet entretien, vous avez parlé aussi des risques des traumatismes à court, moyen, long terme. Parce qu'effectivement, le cerveau travaille par accumulation, ou le corps, il a une certaine accumulation de ses effets, non? C'est vrai. Alors, généralement, il y a trois différents types de traumatismes crâniens. C'est pas une seule, c'est trois différents. C'est le type grave, modéré et léger. Le type plus fréquent dans le monde du sport, mais aussi dans le monde du travail, c'est la commotion cérébrale. Alors, un traumatisme crânien léger. Mais comment se produit une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale se produit lorsque une force extérieure provoque un mouvement de rotation rapide et violente de la tête, ce qui entraîne un choc au niveau du cerveau aussi, parce que notre cerveau, c'est dans notre tête. Et quelles sont les situations dans lesquelles de commotions cérébrales peuvent survenir? C'est peut-être un choc sur le crâne ou sur un casque qui est causé par un objet qui tombe, mais aussi un cas de chute, par exemple. Et très important est aussi, malheureusement, les études scientifiques très récentes dans les contextes à long terme, l'effet long terme, il montre qu'il existe des effets long terme de commotion cérébrale, par exemple, dans tous les cas qui ne sont pas détectés et donc ne sont pas traités. Et une autre situation, malheureusement, parce qu'on parle d'une lésion ou blessure cachée, euh, c'est possible d'avoir une commotion cérébrale légère plusieurs de fois, sans détection et sans traitement. Et comme ça, malheureusement, il y a un risque significant pour avoir l'effet neurologique long terme. Très important aspect, je voudrais aussi dire ou Lyonnais. expliquer maintenant, c'est malheureusement, toutes les études long terme montrent euh, que c'est possible d'avoir le effet long terme de commotion cérébrale, aussi dans le cas de commotion cérébrale légère. Alors, c'est pas important. Est-ce que la commotion cérébrale était grave ou léger ou modérée? Malheureusement, dans tous les cas, il y a une possibilité d'avoir le thème, l'effet long terme, et c'est spécialement dans les cas pas détectés et pas avec un traitement après.
Ben, ça, c'est important parce que c'est important à préciser parce que, mais, et d'ailleurs, par contre, au niveau des normes actuelles, est-ce que c'est bien pris en compte au niveau des normes ou pas? Alors, Ces effets de Ouais, bah, traumatisme, justement, avec ces chocs latéraux, est-ce que c'est bien pris en compte au niveau normatif ou pas? non, bah comme on l'a dit avant sur les différentes normes qui existent actuellement, le choc qui est pris en compte et qui est mesuré dans les essais, c'est le choc latéral. Donc tous ces effets en fait de force rotationnelle, aujourd'hui, ils ne sont pas mesurés dans la norme. C'est vrai qu'il y a un projet d'une évolution de la norme EN 397 où donc dans le préambule, il est spécifié en effet que les chocs angulaires et tangentiels sont une cause de traumatisme crânien, mais à l'heure, bon là, à l'état actuel du projet, ils n'ont pas encore défini de tests à intégrer pour le mesurer. Il existe des essais qui sont utiles, qui sont donc réalisés, notamment chez MIPS. On peut faire tous les essais qu'on veut. Ils sont vraiment très très bien équipés pour et c'est ce qu'on fait ce qu'on a fait déjà beaucoup avec les casques vélo chez Uvex et aussi avec les casques de protection. On peut faire tous les types de mesures, mais c'est pas encore normé en fait. il y a, Donc, c'est une évolution technologique importante. Thomas, un mot peut-être là-dessus sur les essais que vous réalisez au niveau du MIPS concernant finalement cette technologie? Peut-être une addition très importante. Dans tout le monde de casques pour la protection de tête, il y a une seule exception, c'est la norme actuelle sur le casque de moto. Je parle de norme ECE 22.06 qui prévoit un test de kinématique de rotation, alors qui teste la vitesse de rotation, la accélération de rotation de tête avec un clairement résultat après. Là-bas, il y a ici un niveau de rotation maximal où cet niveau, c'est interdit de toucher par un produit. Alors ça, c'est une exception. Par contre, sur le niveau européen, il y a une nouvelle norme. C'est déjà préparé. C'est la norme EN 17950 et ça c'est un test standard pour le contrôle de kinématique de rotation de casque. Et c'est quelque chose, c'est une norme qui va connecter avec différentes normes à la future. Par exemple, avec le norme de vélo, avec le norme d'équitation, etc. Alors, et comme ça, ça va être pas quelque chose volontaire de observer et proposer une performance améliorée, mais c'est quelque chose à réaliser dans le futur. Bon, je précise tout de suite quand même pour nos auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez en bas de votre écran donc un petit pictogramme avec le point d'interrogation Q et R. N'hésitez pas à poser ici vos questions de manière à ce qu'on puisse, dans notre dernière partie du webinaire, que Thomas et Valérie puissent y répondre. Et surtout, suivez-nous bien parce que UVEX, il y a quand même aussi un certain nombre de propositions à vous faire, je dirais, pour aller plus loin dans ces casques. Mais justement, Valérie, donc on a vu cet aspect normatif, on a vu le sport, mais comme on est quand même avec Inforisque sur une communauté professionnelle, donc finalement avec cette nouvelle technologie, comment elle a été intégrée par UVEX et aujourd'hui l'offre UVEX, quelle est-elle? Alors peut-être juste avant, ce serait peut-être intéressant de montrer comment justement on l'intègre, puisque on a pour bien comprendre comment ça fonctionne et bon l'effet que ça peut apporter.
Sûr. Donc, Ah bah voilà, notre petite animation de tout à l'heure. Voilà. voilà. Donc, Thomas, je te laisse, si tu veux, commenter cette partie. Ah, bien sûr. Peut-être une petite question et réponse immédiatement. Qu'est-ce que c'est MIPS? Parce que MIPS, c'est le nom de notre système et aussi de notre entreprise. MIPS, c'est une abréviation de 4 termes. Tout le système MIPS sont le système de protection en cas d'impact multidirectionnel. Et maintenant, la réponse ou l'explication de cette petite graphique, normalement, nous avons dans tous les tests classiques, par exemple de casque de vélo, casque équitation, tous ces tests impliquent un impact vertical. Et c'est un test d'impact vertical sur le centre de casque et aussi dépendant de normes des autres points sur le casque, mais toujours excluant les éléments de rotation. Par contre, en réalité, par exemple d'une chute, les mouvements de rotation de casque et de la tête se produisent inévitablement. Alors, notre but de notre technologie, c'est la réduction de ce mouvement de rotation de casque et de la tête par un système mécanique de redirection. Alors, on ne parle pas d'un mousse ou quelque chose comme ça. On parle d'un système de redirection de mouvement avec une couche intérieure à faible friction qui est entre le casque et la tête. Et cette couche est connectée avec l'équipement intérieur du casque. Et cette couche permet au casque de tourner davantage sans entraîner ou sans entraîner complètement la tête. Et comme ça, on peut réduire la rotation de la tête et clairement aussi la rotation du cerveau. Alors, on a le mouvement des casques pendant un impact. Par contre, on veut réduire la rotation, le mouvement de la tête dedans le casque et la rotation de notre cerveau. Ça, c'est notre but de chaque système MIPS. Et donc, du coup, Voilà. on peut vous montrer aussi ouais, voilà, comment le système est intégré en fait dans le casque. Hein, donc, avec cette coque jaune comme le logo MIPS qui va pouvoir bouger en fait à l'intérieur de façon à peu près indépendante du casque pour justement pas subir la force complète qui peut survenir lors d'un choc ou d'une chute. Et donc, on a un petit exemple là de chute d'objet donc décentré où on voit bien que le casque il bouge, mais par contre la tête bouge beaucoup moins. Et donc, on a vraiment cette protection qui permet de réduire vraiment le risque de lésion cérébrale. Exactement. Donc, Notre but est la réduction de mouvement de la tête. Alors, on peut dire notre but, c'est un mouvement relatif entre le casque et la tête. Et ça, c'est possible avec notre couche à faible friction qui réduit la friction entre le casque et entre la tête pendant différents types de l'impact qui sont obliques, qui sont inclinés qui sont décentrés. Alors, tous les impacts qui peut exister pendant travailler, mais aussi pendant faire le sport. Et à la fin, les résultats, la tête est beaucoup moins secouée. Et comme ça, on a clairement moins de mouvements rotationnels dans notre tête. Et donc, c'est vrai que micro-traumatisme. Oui, pardon, François, ouais. Oui. Valérie, oui. Oui, tu me demandais justement comment on avait intégré ce système dans nos casques. Hein. Donc déjà, c'est vrai que dans la phase de collaboration avec MIPS, on développe vraiment le système MIPS qui va s'adapter spécifiquement au type de casque qu'on fait. Hein. Donc le concept, il est toujours identique, mais par contre, il y a des systèmes, enfin des
coiffe intérieure avec le système MIPS toujours adapté parfaitement au casque. Donc, on l'a intégré, donc ce système de protection cérébrale dans notre casque classique de protection pour l'industrie, le casque UVEX PEOS. Donc, qui est un casque qui existe dans différentes versions. Quand on l'équipe du système MIPS, on joint toujours une jugulaire, parce que c'est très important aussi pour protéger donc le crâne, que le casque reste bien sur la tête et aussi qu'il soit bien placé. C'est pour ça que à l'arrière, au niveau de la crémaillère, qui permet de réduire la largeur du casque et de bien ajuster, on a un système un peu de protège-nuque qui vient vraiment bien prendre l'arrière du crâne pour que le casque soit parfaitement positionné. Et ces éléments-là participent aussi à la protection du crâne. On peut combiner sur ce casque de nombreux accessoires, coquilles anti-bruit, visière, lunettes, etc. Et il existe aussi même dans une version éco-responsable où la coque va intégrer une part de plastique biosourcé. Et on a aussi ce système MIPS dans notre casque Pronamic, qui est un casque qui va combiner donc la norme EN 397 à la norme donc casque d'alpiniste 12492. Donc là, on voit que le système MIPS il est différent, et donc on va avoir donc ce casque-là qui va être très très polyvalent avec une large plage de taille. Il va jusqu'à la taille 63. On peut aussi y associer de nombreux accessoires et il est disponible dans différents coloris et aussi en version électricien. Donc en tout, on a en fait quatre modèles de casques, donc avec les différentes variantes disponibles dans plusieurs coloris pour avoir une solution MIPS à apporter dans toutes les situations. Peut-être vous pourriez nous dire un mot, Valérie ou Thomas, concernant la partie jugulaire, parce que c'est pareil, en préparant cette émission, on a parlé de ça, ça mériterait presque un webinaire à part entière, mais peut-être 2 mots sur l'importance de la jugulaire et finalement que le casque soit bien positionné et fixé sur la tête. Donc c'est vrai que dans tous les casques, c'est une recommandation aussi de MIPS même sur les casques qui intègrent leur système d'avoir une jugulaire. Nous on trouve que c'est vraiment très important puisque c'est vrai qu'on a aussi des tests qu'on a fait où on a une chute avec la personne qui porte le casque avec et sans jugulaire, et là on voit aussi vraiment clairement la différence. En cas de chute, même si le casque est bien serré, etc., souvent il va vraiment voler, et donc la personne peut avoir un deuxième choc, donc le crâne contre le sol. Donc c'est vrai que la jugulaire, ça devient dans le secteur du bâtiment assez standard, et nous en fait on le recommande systématiquement. On voyait sur votre illustration tout à l'heure. Oui, Thomas, oui. Oui, c'est exactement ça. C'est notre mesure pour améliorer la chance d'avoir le casque pendant le moment décisif d'avant l'impact. Et c'est tout. Le jugulaire n'est pas une exigence pour la fonctionnalité de système MIPS. C'est 2 complètement différents sujets, mais on a fait beaucoup de simulations de différents types d'accidents. Et le plus grand problème, c'est avoir un casque volant d'avant la milliseconde de l'impact. Ça c'est vraiment un grand problème. Et comme ça, nous voulons improver la chance d'utiliser le casque, d'avoir le casque dans le moment décisif. Voilà, on a. Alors, le temps file très vite. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, il y a juste une chose, c'est que
Pour vous qui nous avez suivis jusqu'à là, il y a Uvex qui vous propose de tester gratuitement un casque parce que finalement, c'est aussi bien de pouvoir l'avoir en main. Ça sera quand même encore mieux qu'une présentation. Donc, si vous souhaitez pouvoir tester un casque gratuitement, il vous suffit simplement dans le chat de nous mettre un test ou démo comme vous voulez. Et à ce moment-là, on transmettra les informations à Uvex de manière qu'il puisse vous transmettre directement qu'il puisse prendre contact avec vous et puis voir les détails pour vous envoyer je dirais, ce casque d'essai. Peut-être on avait préparé un petit sondage. Alors, je vous propose un petit sondage quand même pour vous donner un petit peu la parole aussi. Alors, on va lancer ce petit sondage. Il doit s'afficher en principe à votre écran. Voilà, en gros, c'est un petit sondage, c'est pour savoir un petit peu le type de préoccupation que vous avez dans l'entreprise. Voilà, donc en gros, combien il y a de personnes qui portent des casques dans votre entreprise. Donc en gros, on a fait 1 à 50, 51 à 100, 101 à 200 et plus de 200. Bon, voilà, je pense que tout le monde a eu le temps de se faire ce petit panorama. On a les deux, hein, finalement. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont plutôt sur la faible quantité, mais à plus de 200, ce qui est quand même assez impressionnant. En tout cas, merci pour ces éléments-là. Je peux vous les partager. Voilà, comme ça, vous avez un petit feedback de nos répondants. Et merci pour ceux qui ont participé. Alors, tout de suite, on va quand même passer aux questions-réponses. Valérie, un mot à ajouter avant qu'on passe aux questions-réponses? Pour moi, c'est bon. Alors, allons-y. Allons-y, tout de suite, on va vous donner la parole. Alors, j'ai une personne qui nous dit « Bonjour, j'oblige le port du casque dans les ateliers dans lesquels nous avons de la manutention au pont afin de protéger les travailleurs contre tout risque de chute de matériel depuis le pont. » Alors, j'entends par là vis ou outillage manuel, etc., qui aurait été oublié par un technicien et qui serait intervenu sur le chemin de roulement. Et bien entendu, au regard du poids de la charge que d'une manutention, le casque, effectivement, ne pourrait pas protéger l'opérateur si la charge venait à se décrocher. Néanmoins, le message est difficile à passer auprès des opérateurs. Alors, est-ce une question ou une constatation Valérie, peut-être que c'est un argument. C'est vrai que comme souvent les EPI, ça peut apparaître comme des contraintes, donc qui vont gêner les opérateurs dans leur travail. Mais bon, c'est vrai que la prévention est quand même vraiment importante, notamment pour pour la tête, puisque là les conséquences peuvent être vraiment fatales. Alors c'est sûr que si le pont se décroche, là le casque en effet il va pas servir à grand chose. Maintenant si une petite vis etc tombe mais d'une très haute hauteur et forcément ça peut quand même servir et pour favoriser aussi justement le port. On travaille beaucoup sur le confort et donc c'est vrai que faut pas hésiter à nous solliciter pour des tests pour justement découvrir nos produits qui intègrent vraiment des grands éléments de confort pour favoriser l'acceptation de la protection, quoi. Quand même déjà un élément essentiel. Alors, ensuite, on a une autre question concernant. Alors, les autocollants sont-ils autorisés sur le casque? Est-ce qu'on peut mettre des autocollants sur le casque? Alors, c'est vrai qu'en tant que fabricant, on conseille toujours de ne pas mettre sans vérifier d'autocollants, de choses comme ça sur le casque pour être sûr que la colle soit compatible avec et n'entraîne pas en fait de fragilité du casque. Nous, ce qu'on peut proposer, et on le fait assez régulièrement, c'est de nous faire parvenir une dizaine d'exemplaires d'autocollants. On fait tous les tests donc dans notre laboratoire et on est capable vraiment très rapidement de dire ok il y a pas de risque ou on a aussi une liste un peu d'autocollants type qu'on a déjà testé qu'on peut faire parvenir. Après on fait aussi du marquage, voilà. Alors, une question de Christelle. Nous travaillons dans le BTP. Est-ce que le casque alpinisme est autorisé type Pronamic?
Moi, je ne sais pas si ça vous Oui, parle. oui, Moi, bah, non. tout à fait, puisqu'il a la norme EN 397, hein, donc qui est le casque de protection qui est adapté au BTP, et en plus la norme 12492, et on en vend déjà pas mal de ce type de casque dans le secteur du BTP de la construction. Alors, une question de Béatrice. C'est adapté pour les pompiers. Alors là, Alors, pompiers au feu, non. Donc, nous, on n'est pas spécialiste, on fabrique pas ce type de casque. Alors, je ne sais pas, Thomas, si tu fournis des fabricants de casques de pompiers avec le système MIPS. Pour le moment, ça n'existe pas. Par contre, il y a le projet ouvert. Alors, on va voir dans la future. Par contre, très important information, tous notre système sont adaptés à les exigences de toutes les normes. Clairement, si on veut créer un système pour le casque de pompier, c'est nécessaire clairement de respecter toutes les exigences de cette norme et c'est pas simple. Par contre, tous les casques qui sont maintenant existants sur le marché sont certifiés et encore une fois sont adaptés pour toutes les exigences normatives comme température et la duration d'utilisation, etc., etc. oui, merci. Peut-être une autre question qui est arrivée aussi, alors de Béatrice qui nous demande, avez-vous des visuels ou vidéos afin de sensibiliser le personnel au port du casque? Non, je sais pas. On a pas Valérie, mal vous de avez des vidéos, supports? Oui. notamment avec MIPS, où on voit avec et sans casque, enfin avec système MIPS et sans système MIPS un peu la différence. Après, on a beaucoup de visuels. Oui, faut prendre contact avec nous et on a certainement des choses à proposer pour la sensibilisation. On fait souvent des actions de sensibilisation dans les entreprises lors de journées sécurité ou des choses comme ça. Alors, une question de Caroline. Bonjour. Sur vos produits proposés, casquette de sécurité et casque, pouvez-vous préciser les limites de la casquette versus le casque, s'il vous plaît? Alors, la casquette, c'est la norme EN 812, c'est des casquettes anti-heurts. Donc, c'est vraiment pas pour protéger, c'est pour protéger de chocs qui sont liés à un mouvement du salarié, enfin du porteur, vers un objet immobile. Donc, ça n'a pas du tout le même niveau de protection, hein. Donc, il y a des tests aussi de chute léger dans le cadre de la norme N812, mais vraiment le principe, c'est un casque anti-heurt, donc c'est pour éviter de se blesser, de se couper contre notre tête par un mouvement que nous faisons, va heurter un objet immobile. Alors que le casque, ça protège de chute d'objets sur le casque, qui, elles, sont en mouvement. Notamment, hein, pas que ça, mais c'est... D'accord. Alors peut-être qu'on parlait parce que beaucoup parlent de sensibilisation. Quelque chose. Est-ce que vous menez quelques actions spécifiques justement pour aider les HSE justement sur la port du casque ou choses comme ça? Est-ce qu'il y a des actions particulières que fait UVEX dans le domaine? On fait souvent des interventions assez courtes lors de journées sécurité, par exemple, où on présente les éléments qu'on a mis en place dans la création du casque pour optimiser le confort, réduire la gêne, optimiser la compatibilité avec d'autres équipements. Donc, on fait des essais, on a des vidéos de tests qu'on a fait avec le MIPS, par exemple, comme vous en avez vu un exemple, mais on en a beaucoup d'autres. On fait à chaque fois des choses assez personnalisées selon le contexte pour aider. On le fait pour les casques, mais on le fait pour les lunettes, les gants, les chaussures. Enfin, voilà, c'est notre boulot aussi d'aider à la sensibilisation au port des EPI. Par contre, peut-être Alors,
Oui, Dernière addition, parce que MIPS a fait déjà plus de 80 000 de tests de différents types de casques pendant notre histoire. Notre résumé à la fin, c'est il y a vraiment une grande différence dans la situation normative et aussi dans la situation très réalistique. Euh, il y a un grand effet d'un casque. Parce que sans casque, on a vraiment une très très petite chance d'avoir pas une lésion, une blessure de cerveau. C'est presque impossible. Et par contre, il y a des différences entre les casques. Alors, les casques qui sont créés avec les exigences normatives, etc., etc., il y a différents types de performances protectives de casques. Et ça, c'est un sujet peut-être pour un différent webinaire. Parce que casque, c'est pas comme un autre casque. Il y a grande différence dans la même catégorie. Être normatif, c'est bon, mais il y a les différences des performances. oui, la norme, C'est le c'est la base minimum commune. à atteindre, ouais. Ok, mais Exactement. par contre, effectivement, il y a l'entreprise, et c'est pour ça qu'on reparlait aussi de l'expérience du VEX aussi dans le domaine, parce que je pense que c'est voilà, c'est toute une compétence d'année en année, où c'est pas simplement, bah, comme vous l'aviez indiqué tout à l'heure, Valérie, je pense que ça va bien au-delà simplement de la partie norme, mais c'est vraiment de rentrer dans une catégorie de pays en pensant réellement à la santé et la sécurité de celui qui est du porteur et pas simplement à s'arrêter, entre guillemets, à la norme. Tout à fait. Les notions d'ergonomie, vraiment aussi chez UVEX, sont vraiment au cœur, enfin, de tout développement. Et ben voilà. Et ben en tout cas, sur ces mots, peut-être un mot pour conclure, Valérie, Thomas. Bah Alors, déjà, pour nos voilà. responsables HSE, là, est-ce qu'il y a quand même quelque chose, voilà, à leur transmettre à nos responsables HSE? Bah, c'est vrai que moi, je trouve que vraiment, dans les casques, il y a l'apport du système MIP, c'est vraiment quelque chose de très très important. Enfin, on passe vraiment un cap, on arrive à apporter une sécurité supplémentaire. Et c'est vrai que ça fait longtemps que bon, les casques, la norme existe. Voilà, il y a pas grand chose de nouveau à part la compatibilité de nouveaux accessoires, etc. Mais en termes de sécurité, je suis certaine que le système MIPS dans le monde du travail, ça va apporter un énorme sécurité en plus. Et on voit par exemple dans le sport que ça a fait, et qu'aujourd'hui sur le Tour de France, il y a un pourcentage vraiment très très important de coureurs professionnels qui ont le système MIPS dans leur casque, hein. Thomas. Absolument. Alors, généralement, utiliser un casque, c'est vraiment une bonne idée. Mais c'est aussi très important d'avoir une casque bien attachée sur la tête. Je comprends le jugulaire, que c'est quelque chose de pas très populaire, mais pratiquement tous les autres casques qui existent sont connectés avec le jugulaire. Et la seule exception, c'est le casque de protection individuelle. Ouais, c'est pas C'est obligatoire. Ouais. c'est drôle parce que c'est pas logique. Et par contre, il y a le raison pour un système supplémentaire pour améliorer le niveau de protection d'un casque. Et c'est un sujet très complexe, très compliqué, mais par contre, si on regarde, par exemple, la Tour de France, combien d'équipes de Tour de France a déjà utilisé notre technologie? C'était plus de 70% de toute l'équipe qui sont équipées avec des technologies comme ça, parce qu'il y a les raisons. C'est la vitesse, c'est la hauteur de chute, etc., etc. Et avec un produit normatif, oui, c'est mieux comme rien, mais il y a la raison pour technologie supplémentaire. Alors, peut-être qu'il y a une dernière question qui est arrivée là-dessus, c'est donc un casque d'alpinisme est supérieur à un casque de chantier? Point d'interrogation.
Ou est-il Alors, un casque supérieur? d'alpiniste qui aurait en plus la norme chantier, oui, il apporte des protections en plus. Oui, tout à fait. C'est vrai que le casque d'alpiniste, qui est que casque d'alpiniste, on va pas l'utiliser forcément dans tous les cas, dans toutes les situations au travail, mais un casque comme ceux que nous proposons qui combinent les deux normes, clairement, ça apporte une sécurité en plus. Je précise aussi concernant nos éditeurs, parce qu'a priori, le chat, il y avait une personne qui m'a remonté qui avait un problème de poser qui voulait mettre le test en question, il voulait répondre le test par chat et que ça marche pas. Sans ça, si vous avez un souci là-dessus, vous pouvez le mettre aussi dans la partie questions-réponses. Il n'y a aucun problème, y compris Christelle. On a bien vu aussi votre message, donc on va le transmettre, votre demande à Valérie qui va pouvoir reprendre en contact avec vous sans aucun souci. Voilà, nous sommes dans les temps. Il me reste à tous à vous remercier quand même pour avoir participé à ces 45 minutes pour ce webinaire d'InfoRisque. Un grand merci, Valérie, pour ces présentations, parce que là, c'est vrai qu'on parle produit quelquefois, mais je dirais des normes sans les produits qui sont derrière, et on a du mal à leur donner un peu je dirais quelque chose de tangible. Et là, ça permet quand même d'avoir été sur un sujet qui est un sujet qui me semblait quand même important. Et c'était quand même bien de vous retrouver sur InfoRisque pour cette présentation. Et un grand merci également, Thomas, pour ces explications concernant cette technologie MIPS. Je pense que je ne ferai plus de moto ni d'équitation. J'aurai un autre regard sur le port du casque, en tout cas pour ce qui me concerne, parce qu'effectivement, au bureau, je ne porte pas beaucoup de casque. Ok, merci beaucoup. Un grand merci. Je vous souhaite à tous un bon appétit et à très bientôt pour un nouvel épisode des podcasts InfoRisque, des podcasts et webinaires InfoRisque, bien entendu. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.